Imaginez une nuit glaciale de février 2003 à Bruxelles. L'aéroport scintille de lumière, des avions atterrissent, des passagers se pressent dans les couloirs. Rien ne laisse présager qu'au cœur de cette nuit va se dérouler l'un des braquages les plus incroyables de l'histoire moderne. Pas de coup de feu, pas de mort, mais un vol qui défiera l'imagination. Des dizaines de millions en diamants, subtilisés en quelques minutes, sans laisser la moindre trace de violence. Ce casse parfait, digne d'un film hollywoodien, est pourtant bien réel. Derrière les vitres blindées, derrière les clôtures électrifiées, une équipe d'hommes va orchestrer l'impossible et disparaître dans l'ombre, laissant enquêteurs et assureurs dans un silence abasourdi. Avant de continuer, rejoins notre communauté en t'abonnant. Chaque abonné nous aide à partager plus de récits effrayants et vrais comme celui-ci. Au centre de ce braquage hors norme, un nom revient toujours, Léonard Notarbartolo, un homme discret, charismatique, que l'on surnomme parfois le parrain des voleurs belges. Derrière ses lunettes, son allure banale et ses manières polies se cachent pourtant l'esprit d'un stratège. Cet homme n'est pas un voleur de rue, ni un bandit sanguinaire. C'est un spécialiste des coups de maître, un artisan du détail, capable de planifier pendant des mois le moindre geste, la moindre ouverture de serrure. À première vue, Notarbartolo ressemble à n'importe quel commerçant ou voisin de quartier. Mais dans les bas-fonds de Bruxelles et de Turin, son nom inspire respect et crainte. C'est lui qui va fédérer autour de lui une petite équipe de professionnels triés sur le volet, surnommée plus tard par la presse, la bande d'Anvers. Une équipe d'hommes invisibles qui ne laissent que rien au hasard, prêts à défier un aéroport entier pour s'emparer de pierres étincelantes. Tout commence dans la ville d'Anvers, capitale mondiale du diamant. Chaque année, des milliards d'euros de pierres précieuses transitent par ses coffres, ses bijouteries et surtout par son aéroport. C'est là que l'or et le diamant voyagent, bien gardés, entourés de mesures de sécurité draconiennes. Clôtures électrifiées, caméras, patrouilles armées, systèmes de badges sophistiqués. Tout est prévu pour rendre un vol impossible. Mais pour Léonard Notarbartolo, plus un endroit paraît imprenable, plus il devient un défi irrésistible. L'élément déclencheur arrive lorsque Notarbartolo reçoit une proposition. Un mystérieux commanditaire, jamais formellement identifié, lui suggère qu'un convoi de diamants d'une valeur inestimable transitera bientôt par Bruxelles. On parle de plus de 100 millions d'euros en pierres précieuses, enfermées dans des mallettes spéciales, destinées aux grandes maisons de joaillerie. Pour la plupart des hommes, ce n'est qu'un fantasme inaccessible. Pour lui, c'est une opportunité. Il se rend discrètement à l'aéroport de Bruxelles National, observe les mouvements, les rotations de véhicules, les entrées et sorties du personnel. Rapidement, il découvre une faille. Derrière l'image de forteresse, l'aéroport n'est qu'une machine complexe où certains engrenages grincent. Un agent corrompu peut fermer les yeux, une caméra peut avoir un angle mort, une serrure peut s'ouvrir avec la bonne clé. L'endroit qui attire toute son attention est la zone de fret sécurisée, là où les diamants attendent d'être embarqués. C'est un lieu interdit au public, surveillé jour et nuit. Pourtant, il comprend vite que le vrai danger ne viendra pas des murs ni des caméras, mais du timing. Car dans ce type de transport, chaque minute compte. Un fourgon blindé arrive, les diamants passent d'un coffre à un avion et disparaissent vers le ciel. Le vol ne peut réussir que si l'opération est menée en moins d'un quart d'heure. Pour Notarbartolo et ses hommes, le défi est lancé. Ils savent que la clé du casse réside dans une préparation méticuleuse. Alors, nuit après nuit, ils repèrent les lieux, photographient les installations, mémorisent les rondes des gardiens. Et bientôt, un plan se dessine. Entrer sans violence, neutraliser les points sensibles et repartir avant même que l'alarme ne comprenne ce qui s'est passé. L'aéroport de Bruxelles, avec ses projecteurs et ses barbelés, devient pour eux un immense échiquier où chaque pièce doit être déplacée avec une précision chirurgicale. Les semaines qui précèdent le casse sont un balai d'ombre et de silence. Notarbartolo, maître dans l'art de se fondre dans la masse, loue un petit bureau à proximité de la bourse du diamant d'Anvers. Officiellement, il est négociant. En réalité, ce bureau n'est qu'une couverture, un poste d'observation stratégique. Derrière ses fenêtres, il peut surveiller les allées et venues, noter les habitudes des convoyeurs et comprendre la logique de ce monde étincelant où chaque pierre vaut une fortune. Avec lui, 3 complices, chacun a un rôle précis. Le premier est expert en mécanique et serrurerie, capable d'ouvrir n'importe quelle serrure comme si c'était un jouet. Le second, spécialiste en système de sécurité, sait repérer les caméras, brouiller une alarme, faire taire une technologie en quelques secondes. Le troisième, plus discret, est le chauffeur et le logisticien.
L'homme qui garantit qu'au moment critique, la fuite se fera sans accroc. Ensemble, ils forment un commando silencieux, patient, méthodique. Le plan se raffine jour après jour. Ils savent désormais que le 18 février 2003, un convoi exceptionnel passera par Bruxelles. À son bord, des diamants bruts et taillés, soigneusement emballés, prêts à être envoyés vers Genève et Tel Aviv. Tout est chronométré. L'arrivée du fourgon blindé, le transfert jusqu'à l'avion, le décollage. Mais entre ces étapes, il existe une fenêtre minuscule. 15 minutes, parfois moins. C'est ce laps de temps infime que Notarbartolo et sa bande veulent exploiter. Pour se préparer, ils effectuent des repérages de nuit, roulant lentement autour de l'aéroport. À travers les grillages, ils observent les projecteurs, les postes de garde. Ils découvrent que certains points du périmètre sont moins surveillés, qu'une grille peut être découpée, qu'une caméra a un angle mort. Ils dessinent des plans, répètent leurs gestes, chronomètrent chaque mouvement. Le casse doit être rapide, propre, parfait. Mais ce genre de préparation n'est jamais sans risque. Un soir, l'un d'eux croit voir une voiture de police les suivre. Une sueur froide envahit l'équipe. Sont-ils déjà repérés ? Ils coupent court, se dispersent et attendent plusieurs jours avant de reprendre leurs observations. La paranoïa grandit. Chaque bruit de pas, chaque phare de voiture devient une menace. Pourtant, l'appât du gain, la grandeur du défi, les pousse à continuer. Le jour approche. Les hommes savent que leur plan n'offre pas de seconde chance. S'ils échouent, c'est la prison à vie. Mais s'ils réussissent, ils inscriront leur nom dans l'histoire des braquages. Dans les derniers jours, le silence est lourd, chaque membre de l'équipe enfermé dans ses pensées. Notarbartolo, lui, répète le plan dans sa tête encore et encore. Comme une partition musicale, chaque seconde doit s'emboîter. Puis vient le soir du 18 février. L'aéroport s'anime comme d'habitude, les avions décollent, les passagers circulent. Mais dans l'ombre, 4 silhouettes attendent, prêtes à franchir la ligne invisible entre la légalité et le mythe. Leurs cœurs battent à l'unisson. Le moment est venu. Le 18 février 2003, la nuit est tombée sur Bruxelles. Un froid sec fige l'air et les projecteurs de l'aéroport découpent des ombres blanches sur le bitume. Au loin, des moteurs d'avion grondent, mais dans un recoin du périmètre, 4 hommes se préparent à écrire l'histoire. Il est un peu plus de 19h quand le fourgon blindé chargé de diamants entre dans la zone sécurisée. À l'intérieur, des mallettes hermétiques remplies de pierres brutes et taillées destinées aux négociants les plus riches du monde. Valeur totale estimée, plus de 100 millions d'euros. Les convoyeurs suivent une routine stricte, confiante, persuadés que rien ne peut briser la bulle de sécurité de l'aéroport. Ils ignorent qu'à quelques mètres, un piège est en place. Notarbartolo et ses hommes surgissent, vêtus de faux uniformes de police. Leur maîtrise est glaçante, gestes précis, pas d'hésitation, aucun mot de trop. Leur stratagème fonctionne à merveille. Le fourgon est arrêté, comme si une patrouille de contrôle venait vérifier une anomalie. Les convoyeurs n'ont pas le temps de réagir. En quelques secondes, ils sont neutralisés, désarmés sans violence. Pas de coups, pas de sang, juste une autorité froide, implacable. L'un des complices ouvre le coffre, blindé. Les mallettes apparaissent, rangées comme des trésors interdits. Le moment est surréaliste. Des millions en diamants sous leurs yeux, accessibles. Le cœur bat à rompre la poitrine. Chaque seconde compte, mais l'adrénaline donne l'impression que le temps s'étire. Les hommes chargent les mallettes dans leur propre véhicule, un camion discret. Pas d'alarme, pas de sirène. L'aéroport continue de vivre, inconscient qu'un des plus grands casses du siècle est en train de s'accomplir à quelques dizaines de mètres des passagers pressés. Puis vient l'instant le plus terrifiant, la sortie. Car voler est une chose, mais disparaître sans laisser de traces en est une autre. Chaque barrière franchie peut déclencher le chaos. Chaque projecteur peut révéler leur silhouette. Le souffle court, ils roulent vers la sortie, leur camion chargé d'une fortune. Ils passent un premier point de contrôle. Rien. Le deuxième, silence. Le monde entier semble retenir son souffle, et puis l'impensable se produit. Ils franchissent la dernière barrière, s'enfoncent dans la nuit noire, pas un cri, pas une poursuite. Le casse est accompli. En à peine 15 minutes, ils viennent de dérober un butin qui restera gravé dans la mémoire criminelle mondiale. Aucun coup de feu, aucune trace de sang, juste l'éclat froid des diamants, disparus dans les ténèbres de la Belgique hivernale. Mais derrière le succès apparent, un frisson parcourt l'échine de Notarbartolo. Car il le sait, un tel exploit attire toujours une contrepartie. Et dans le silence qui s'installe, une seule question résonne. Jusqu'à quand pourront-ils échapper à l'ombre de ce qu'ils viennent de commettre ? Le lendemain matin, Bruxelles s'éveille comme si rien ne s'était produit. Les avions décollent, les passagers se pressent, les employés reprennent leur routine.
Pourtant, dans un hangar vide, une vérité glaciale explose. Les diamants ont disparu. Plus de 100 millions d'euros envolés, comme absorbés par un trou noir. Les convoyeurs, encore sous le choc, ne peuvent expliquer ce qui s'est passé. Pas de lutte, pas de coup de feu, seulement un silence anormal, inquiétant. L'enquête démarre aussitôt. Les policiers découvrent que les mallettes ont été remplacées par de simples sacs de papier froissé, comme une signature ironique, presque moqueuse. Les caméras n'ont rien vu, les clôtures n'ont pas été forcées, aucune alarme n'a retenti. Tout semble impossible, irréel. Pendant plusieurs jours, Bruxelles retient son souffle. Où sont passés les diamants? Qui a pu orchestrer une telle opération sans laisser d'empreinte? Dans la presse, on parle déjà du casse du siècle. Mais dans les bas-fonds, une rumeur enfle. Les pierres circuleraient déjà, fondues dans d'autres filières, disséminées à travers le monde. Et dans ce silence médiatique, une coupure brutale apparaît. Les voleurs, eux, ont disparu. Comme s'ils s'étaient évaporés avec leur butin. Plus de traces, plus de bruit. Juste une absence, plus lourde que n'importe quel indice. Dans les mois qui suivent, la police belge mobilise des moyens colossaux. Des dizaines d'enquêteurs, d'interpolation internationale, de filatures. Peu à peu, un nom refait surface. Léonard Notard-Bartholo. Arrêté après plusieurs mois, il devient l'unique visage de ce casse monumental. Mais même sous les feux des projecteurs, une vérité persiste. La majeure partie des diamants n'a jamais été retrouvée. Notard-Bartholo est condamné à 10 ans de prison, mais il n'avoue rien. Pour lui, il n'y a pas eu de violence, pas de victimes, juste une démonstration de génie criminel. Et surtout, il garde le silence sur l'identité de ses complices, sur le fameux commanditaire et sur le sort des pierres précieuses. Certains disent donc que le butin a été immédiatement revendu à des circuits parallèles. D'autres croient qu'il repose encore quelque part, enterré dans une cachette connue de lui seul. Aujourd'hui encore, l'affaire du casse de Bruxelles continue de hanter les annales criminelles. Comment une équipe a-t-elle pu déjouer un aéroport entier avec une telle simplicité apparente? Était-ce seulement un coup de chance ou une infiltration bien plus profonde, impliquant des complicités insoupçonnées? Chaque tentative de réponse se heurte à la même énigme. Personne ne sait où sont passés les diamants. Le casse reste inachevé, suspendu dans l'histoire comme une ombre fascinante. Et si, quelque part, dans une villa discrète ou au fond d'un coffre oublié, ces pierres continuaient de briller dans l'obscurité, peut-être ne le saura-t-on jamais. Mais une certitude demeure. La nuit du 18 février 2003, l'aéroport de Bruxelles a cessé d'être un lieu sûr. Il est devenu le théâtre d'un mystère insoluble, un récit où réalité et légende se confondent.